Bonjour à toutes et à tous, je suis Carole Gilbert, chef du service marketing et business development chez Alphabet et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier live Alphabet 2026 où nous allons évoquer ensemble les nouvelles dispositions fiscales et réglementaires pour l'année 2026. Après quelques rebondissements comme la révision des objectifs de la trajectoire du tout électrique 2035, le vote d'une loi de finances le 23 décembre 2025, le recours à l'article 49.3 de la Constitution, le budget de l'État 2026 a enfin été voté hier, le 2 février 2026, et a conduit à l'adoption de la loi de finances qui définit le cadre fiscal applicable aux véhicules d'entreprise pour cette nouvelle année. Ensemble, pendant ce live, nous allons décoder les nouveautés fiscales et réglementaires, évaluer leur impact sur la gestion de flotte, identifier les leviers pour optimiser les coûts et découvrir quelques cas concrets. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis accompagnée par deux experts d'Alphabet. Il s'agit de Raphaël Almerge, que je ne représente plus. Écoute, non, les années passent et j'essaye de rester le même, toujours en charge de la formation commerciale et du consulting. Et comme tu le vois, fait une tradition, un webinaire d'hiver, webinaire couvert, donc j'ai ma petite laine. Et puis on a à côté de nous cette fiscalité qui vient d'être votée, elle est encore toute chaude, toute brûlante. Donc on va pouvoir la décortiquer ensemble. Exactement, et nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, puisque nous sommes accompagnés par Stéphane Lefebvre. Oui, bonjour Carole. Moi, c'est la deuxième fois que je participe à un webinaire Alphabet et je suis ravi d'être avec vous. Alors, moi, j'occupe le poste de chargé d'affaires depuis un peu plus de 10 ans maintenant et j'accompagne au quotidien mes clients justement dans le conseil pour une meilleure gestion de leur flotte automobile et notamment en termes de fiscalité. Très bien. Merci à tous les deux pour cette présentation, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite vous représenter en quelques chiffres Alphabet. Alphabet, nous sommes experts de la mobilité depuis 29 ans. Nous proposons des solutions de mobilité professionnelle sur mesure, adaptées à vos besoins. Et notre mission, c'est d'être à vos côtés au quotidien et afin de vous accompagner et de vous apporter conseils et expertise. Alphabet accompagne aujourd'hui 108 000 conducteurs en France. Nous sommes présents dans 38 pays. Nous conseillons donc par-delà le monde plus de 120 000 clients. Et nous sommes spécialisés, comme je vous le disais, dans la mobilité électrique, dans la mobilité depuis 29 ans. Électrique aussi, hein. Exactement. On y est, hein. Mais pour en revenir à notre thématique du jour, à savoir fiscalité et réglementation, stratégie gagnante pour optimiser votre flotte automobile, entre la fiscalité 2026, la continuité de la trajectoire 2035, nous allons vous aider à décrypter l'actualité. Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons rappeler les taxes et primes à l'immatriculation. Ensuite, nous aborderons les taxes, déclarations et impôts pendant la vie du véhicule. Enfin, nous nous attarderons sur la loi LOM, les déclarations attenantes et les pénalités. Et enfin, nous dédierons notre quatrième partie à vos questions. Et pour ce faire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, à droite dans le chat, et nous prendrons le temps d'y répondre en fin de ce live. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en décembre, la trajectoire du tout électrique a quelque peu été chamboulée, avec la mise en place de nouveaux objectifs de décarbonisation pour les constructeurs et les flottes professionnelles. Ces mesures viendront s'ajouter, bien sûr, aux dispositifs français et auront un impact supplémentaire sur la gestion des parcs automobiles. Raphaël, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Oui, et d'abord, première chose, on est bien hors loi de finances, hein, Carole et Stéphane. C'est vraiment quelque chose qui a été décidé en décembre, comme tu l'as dit. Et alors, j'ai envie de dire, vous connaissez le oui mais non ? C'est un petit peu ça, parce qu'on dit, mais finalement, est-ce qu'on est toujours à 0 g de CO2 en 2035 ? Non. Mais pour autant, on garde quand même la trajectoire 100% décarbonation. Ça veut dire en fait que les constructeurs vont pouvoir continuer à vendre une petite partie de véhicules thermiques, des véhicules effectivement émetteurs de CO2, mais ils vont devoir en fait réduire de 90% les émissions de CO2 de leur future flotte en 2035, mais 90% par rapport à quoi ? Par rapport en fait aux véhicules qu'ils ont vendus en 2021. Et les 10% restants, ils vont devoir en fait utiliser des crédits carbone pour les compensations carbone. Alors comment, derrière 90%, qu'est-ce qui se cache ? Parce qu'on se dit, oui, alors ça veut dire quoi 90% d'émissions de CO2 en moins par rapport à 2021 ? Ça veut simplement dire que, ils vont bien entendu commercialiser des véhicules électriques, hydrogène pour certains,
mais également peut-être bénéficier de nouvelles technologies des carburants. Demain, on pourra avoir de nouveaux carburants comme le 85 qui seraient améliorés, qui seraient encore moins émetteurs, pourquoi pas des carburants de synthèse. Donc se cache derrière ces 90% de réduction à la fois de l'efficience, mais également de la technologie. Je comprends bien. Donc on parle de véhicules cibles à faibles émissions. En France, on a aussi l'éco-score. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ça devient un incontournable, l'éco-score. Hein. Alors, c'est quelque chose qui est déjà pratiqué dans d'autres pays, hein, pays de l'Ouest ou de l'Est de notre planète. Mais en fait, on vient favoriser ni plus ni moins les productions locales ou européennes, pour faire simple. Et on le fait comment? On le fait, comme on le voit maintenant, avec 4 grands principes. Eh bien, on vient mesurer en fait l'impact environnemental sur l'approvisionnement en matières premières, sur la production des batteries, sur l'assemblage des véhicules et surtout sur le transport du véhicule jusqu'à son point de vente final. C'est souvent lui qui vient conditionner le score définitif. Pour information, il faut au moins avoir 60 points sur 80 pour bénéficier de cet éco-score. Et on le verra tout à l'heure. Et pourquoi on en parle maintenant? Parce qu'on verra tout à l'heure que, eh bien, il y a des mesures fiscales qui sont liées avec cet éco-score qu'on peut retrouver notamment sur le site de l'ADEME. Et alors, petite particularité, il faut savoir que l'éco-score, il n'est pas lié à un modèle. Il y a une variante d'un véhicule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variante? J'ai 3 heures ou pas, Carole? Non, vas-y, développe. Bon, C'est bien, c'est important. Ah bah voilà. Une variante, c'est en fait ce qu'on appelle le TVV, le type variant version d'un véhicule, qu'on retrouve sur la cellule D2 de mémoire de la carte grise, qui vient dire un véhicule peut être fabriqué, le même véhicule peut être fabriqué en Chine et l'autre en Angleterre. Eh bien, celui fabriqué en Chine n'aura pas l'éco-score et celui fabriqué en Angleterre en bénéficiera. Alors que c'est le même modèle. C'est pour ça qu'on ne parle pas de modèle, mais vraiment de type variant version. Merci Raphaël pour ces explications en lien avec l'assouplissement de l'objectif tout électrique en 2035. Maintenant, je vous propose d'entamer la première partie dédiée aux taxes et primes à l'immatriculation. Avec la suppression du bonus écologique en 2024 pour les entreprises, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, C2E, est désormais le seul levier financier pour accompagner les entreprises dans l'électrification de leur flotte, et dans un cadre désormais entièrement financé par les acteurs privés. Mais que doit-on retenir, Raphaël? Écoute, effectivement, il y a 4 grands points qu'on doit retenir. Le premier, tu l'as parfaitement dit, Carole, l'État se désengage du bonus. Alors ça a commencé comment? C'est pas une longue histoire, mais ça a commencé en 2024 avec le leasing social. Rappelez-vous, en 2024, le leasing social a mangé l'enveloppe du bonus. Et après, en 2025, plus de bonus, et puis l'État s'est dit, il y a un dispositif qui existe, qui est le dispositif qui est utilisé pour la rénovation et la rénovation énergétique des bâtiments, c'est le CE. Eh bien, on a dit, hop, on prend ce dispositif et on l'applique à l'automobile. Et donc, c'est le principe du pollueur-payeur. Hein. Les entreprises les émettrices de CO2 vont compenser en fait leurs émissions en favorisant un coup la rénovation énergétique chez Stéphane ou chez toi, et puis un autre coup le verdissement des parcs automobiles. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, tout à l'heure, on parlait de l'éco-score. Là, il n'y a pas d'éco-score. Là, il faut vraiment en profiter parce que tous les véhicules de tourisme ou utilitaires peuvent bénéficier de ce dispositif CE et sans notion d'éco-score. Là, il faut vraiment y aller. Et aussi, alors il y a comme une particularité que le versement, mais je crois que tu vas en parler dans peu de temps, Stéphane, mais le versement de la prime va dépendre en fait de la taille du parc de l'entreprise. Très bien, merci pour cette explication. Mais justement, Stéphane, comment accompagnons-nous les entreprises dans la récupération de cette prime? Merci Carole. Depuis la mise en place de cette prime en 2025, Alphabet a signé un partenariat avec son acteur engagé, comme le disait Raphaël tout à l'heure, pour compenser les émissions carbone. Et on accompagne nos clients dans la récupération de cette prime. Il faut savoir que le versement de cette prime n'est pas obligatoire et il n'est pas automatique. Le bénéficiaire doit expressément signer une demande de prise en charge C2E et Alphabet et l'envoyer à Alphabet pour que nous puissions la récupérer, cette prime. Ensuite, nos équipes font toutes les démarches nécessaires pour justement récupérer cette prime et ensuite la reverser au client, non pas en déduction de la facture, mais bien via un versement. C'est un programme tout confort, Stéphane. Exactement, c'est un programme tout confort. Et pour en bénéficier, Alphabet vous invite à vous rapprocher de vos équipes chargées d'affaires ou chargées de clientèle, ou bien vous rendre sur la page de notre site internet et remplir le formulaire. Très bien.
Merci beaucoup. Donc, on a vu la prime C2E et comment nous, Alphabet, on peut accompagner pardon, nos clients. Maintenant, au sujet du malus écologique, qu'est-ce qui change en 2026, cher Raphaël? Alors, il y a des choses qui changent et d'autres qui ne changent pas. Alors, tu vois, j'aime bien le oui mais non, hein. Alors, C'est tendance. oui, effectivement, j'ai rien dit, hein, c'est toi qui l'as dit. Et pour nos éditeurs qui nous écoutent maintenant, effectivement, je rappellerai qu'il y a quand même deux composantes. Il y a une composante CO2 et une composante à la masse. Alors, la composante CO2 d'abord, on le voit, on est passé de 113 grammes à 108 grammes. Alors ça, c'était complètement planifié dans les précédentes lois de finances. Je dirais, cette chute des seuils de 5 grammes On le en 5 connaissait grammes. depuis quelques années, n'est-ce pas? Ah oui, oui, c'est depuis plus de 5 ans maintenant que, allez, c'est 5 grammes en 5 grammes. On va voir que tout à l'heure que ça va s'arrêter. Mais je fais un peu de teasing, on en parlera juste Très après. bien. Et cette base, donc, mécaniquement, moins 5 grammes, on passe de 113 à 108 grammes en 2026. Ce qui change également maintenant, c'est la composante à la masse. La composante à la masse, jusqu'à présent, était, je dirais, le seuil de déclenchement est à 1600 kg. Ça passe à 1500 kg, donc on perd 100 kg. Et je vous rappelle qu'après, c'est un barème progressif par tranche, hein, qui monte progressivement jusqu'à plus de 2 tonnes. Le cumul des deux reste plafonné à 80 000 euros. Alors 80 000 euros, bon, on sait que toi, Stéphane, tu viens encore une fois en Ferrari, donc il n'y a pas de problème. Pour toi, Easy. c'est le prix de ton porte-clés. C'est Malheureusement, effectivement, 80 000 euros, donc on ne pourra jamais dépasser les deux. On ne pourra jamais dépasser 80 000 euros, même si on avait un malus supérieur, ou en tout cas une taxe à la masse qui pourrait, les deux cumulés pourraient les dépasser. Ben non, c'est un plafond. Merci, belle affaire. Ce qui est très important à noter par rapport à cette loi de finances qui a été votée hier, c'est que dans les discussions précédentes, les précédentes discussions de loi de finances, et également dans ce qui avait été emporté par la loi spéciale votée fin 2025, c'est que les véhicules électriques non éco-scorés devaient être assujettis à la taxe à la masse. Et en fait, là, cette fois-ci, avec les amendements apportés par le 49.3, ouf, aucun véhicule électrique éco-scoré ou non ne subira de taxe à la masse en 2026. Précédemment, ça aurait été au 1er juillet. Là, pas de taxe à la masse. C'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une Très bonne nouvelle. Et dispose-t-on déjà d'informations pour les années à venir? Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, l'évolution qu'on voit maintenant, c'est une évolution qui était aussi emportée par la loi de finances 2025. Donc, nous connaissons les grilles 2026, 2027. Et je vais parler après de 2028. Hein, ça, je vais y revenir. Premièrement, effectivement, comme ça avait déjà été emporté par les lois de finances précédentes, on sait qu'en 2027, on va perdre encore 5 grammes sur le malus CO2. Sur la taxe le plafond, lui, va prendre 10 000 euros, donc on passera à 90 000 euros. Bon, c'est un non-événement parce que la plupart des constructeurs ont exclu de leur catalogue les véhicules les plus émetteurs parce que 90 000 euros de malus, c'est juste pas possible. C'est rédhibitoire. La taxe à la masse, elle ne change pas. Carole, restera à 1500 kg en termes de seuil de déclenchement. Ce qu'il faut noter en revanche, c'est que jusqu'à présent, les véhicules hybrides, dans leur globalité, bénéficiaient en fait d'abattement. Alors l'abattement, si un véhicule hybride fait plus de 50 km en tout électrique en ville, eh bien il avait un abattement de 200 kg. Et ceux qui faisaient moins de 50 km en tout électrique en ville, un abattement de 100 kg. Mais ce qui était intégré dans ces véhicules hybrides, c'était aussi les micro-hybrides. Vous savez, ces véhicules qui ont un petit moteur électrique qui n'est jamais indépendant, qui n'est jamais, en fait, qui ne va jamais tout seul entraîner le véhicule. Il vient juste accompagner le véhicule thermique. On appelle ça les micro-hybrides. Eh bien, en 2027, il y aura une condition qui va mécaniquement exclure, donc de facto, ces véhicules micro-hybrides. Pourquoi? Parce que les hybrides qui bénéficieront de 100 kg d'abattement devront avoir un moteur électrique d'au moins 30 kW. Et ces véhicules, en tout cas les moteurs micro-hybrides, ont en général des moteurs électriques de 10 à 15 kW. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Je parle de 2028. La loi de finances 2026 emporte également le fait qu'il n'y aura pas de durcissement de ces grilles en 2028. Donc la fin de la dégringolade de 5 grammes de CO2, pour le moment en tout cas. Très bien. Merci Raphaël pour ces explications. Je me tourne vers toi Stéphane. Tu accompagnes au quotidien et conseilles nos clients en fait. Peux-tu nous partager quelques exemples pour y voir plus clair? Oui, bien sûr, Carole. À l'écran, vous voyez donc 6 véhicules qu'on a déterminés, les véhicules les plus représentatifs en flotte d'entreprise aujourd'hui. Une version essence, une version diesel,
une version hybride rechargeable et une version hybride légère, micro-hybridation, et 2 véhicules électriques, dont un qui est éco-scoré. Ce qu'on peut voir et ce qui est en fait l'application de tout ce que vient de dire Raphaël, c'est que le durcissement lié au CO2 et à la taxe à la masse se fait ressentir. Plus le véhicule est lourd et donc plus il émet de CO2. Et si l'énergie est carbonée, alors la fiscalité est impressionnante. A contrario, sur les véhicules électriques, vous voyez bien que éco-scoré ou non éco-scoré, le malus est de 0 et la taxe à la masse est de 0 également. Ce qui aurait pu changer à partir du 1er juillet sur la loi de finances spéciale, mais grâce au 49.3 qui a été appliqué, les véhicules électriques, éco-scorés ou non éco-scorés, sont définitivement exempts de cette taxe à la masse. On peut noter aussi que la petite exception réside dans le Renault Austral qui est pour autant très bien positionné en termes de fiscalité, puisque un CO2 très contenu et un poids également. Donc on vient de parler avec des exemples concrets des malus CO2, de la taxe à la masse également. Mais je voudrais qu'on en parle davantage, qu'on s'attarde sur les certificats d'immatriculation. Quelles sont les modifications qui ont pu être apportées depuis le 1er janvier? J'aimerais juste avant peut-être repasser sur peut-être les nouvelles normes Euro 6 bis. Pour les hybrides rechargeables. Oui, parce que tu as parlé des hybrides rechargeables. Tout à fait. Mais alors, il y a quelque chose qui vient vraiment diminuer leur intérêt, mais alors j'allais dire tuer un peu l'hybride rechargeable. Je ne sais pas, mais en tout cas diminuer drastiquement l'intérêt des hybrides rechargeables. Pour les entreprises. Pour les entreprises. Bien sûr. Et tu as parfaitement raison. C'est la nouvelle norme Euro 6 bis. Alors c'est un peu compliqué, hein, c'est pas toucher couler, mais globalement c'est une norme qui a été mise en application le 1er janvier 2025, mais qui aujourd'hui en 2026 fait obligation à tous les constructeurs de renouveler leur homologation de tous leurs véhicules hybrides rechargeables. Et pour faire simple, eh bien, ça vient augmenter en fait l'émission de CO2 de ces véhicules. Pourquoi? Parce que en fait, dans le système d'homologation, par exemple, les batteries ne seront pas chargées à 100%. Donc mécaniquement, eh bien, un véhicule, au lieu de faire 19 grammes ou 14 grammes, eh bien, il en fait plus de 50. Et plus de 50, je pense que tu vois à quoi je fais référence, ça vient mécaniquement devenir beaucoup moins intéressant, notamment on verra tout à l'heure, la taxe annuelle incitative, puisque effectivement on passe 50 grammes. Ça devient beaucoup moins intéressant parce que la taxe CO2 également, ex-TVS, mais également, on le verra, sur les amortissements non déductibles, c'est beaucoup moins favorable. Donc c'est quelque chose qui... Qu'est-ce que vont faire les constructeurs? Je disais que ça va tuer un peu les hybrides rechargeables. Les constructeurs vont soit encore améliorer l'efficience de leur moteur, soit ils vont abandonner l'hybride rechargeable et passer au tout électrique. On ne sait pas trop, mais ça vient mettre un peu du plomb dans la semelle de cette affaire-là. Merci d'avoir rappelé ce sujet sur la norme Euro 6 bis, parce qu'effectivement, elle a de grosses conséquences. Donc, pour en revenir au certificat d'immatriculation, Stéphane, quelles sont les modifications qui ont pu être apportées depuis le 1er janvier? Alors, en fait, pas grand-chose. Il n'y a pas énormément de différences. Il y a quelques régions qui voient leur cheval fiscal augmenter, notamment la Corse. Et puis, il y a des petits irréductibles. En France, on est bien gaulois. Le nord de la France, les Hauts-de-France, sont la seule région à proposer un certificat d'immatriculation avec un cheval fiscal à 0 € pour les véhicules électriques uniquement. Alors ça c'est un Eldorado. Et tout à fait. Alors moi maintenant je comprends mieux maintenant, parce que toi qui montes tout le temps au Coccinelle pour faire tes cours de hip-hop, c'est bien parce que tu vas te faire héberger là-bas, Exactement, faire je vais faire domicilier. Tu savais qu'il était un champion de hip-hop? Effectivement, non, je ne savais pas, je le découvre. Voilà, tu le découvres. En Je suis tout un homme cas, plein de ressources. avant, donc, nous sommes sur la première partie liée donc, aux taxes et primes à l'immatriculation. J'ai quand même une question de Lucas sur la taxe à la masse. Oui. Et Lucas nous demande, en 2026, les véhicules utilitaires sont-ils soumis à la taxe à la masse? Non, Non. Comme en 2025. Pardon, excuse-moi. Non, mais pas du tout. Non, vas-y. Non, mais les véhicules utilitaires, pour le moment, sont exclus de ces taxes à la masse. Merci Stéphane. J'aime bien pour le moment, on ne sait jamais. Oui. Donc nous arrivons à la fin de la première partie. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà télécharger le guide de la fiscalité 2026 depuis notre site internet. Abordons dorénavant la seconde partie dédiée aux taxes pendant la vie du véhicule. Donc Raphaël, pour commencer, peux-tu nous dire ce qui ne change pas? Oui, ça va être super simple. En fait, il y a deux choses qui ne changent pas. Il y a quand même une petite précision que je vais rappeler.
les AND, les amortissements non déductibles ne changent pas. C'est toujours, comme on le voit à l'écran, c'est toujours effectivement des seuils de déclenchement liés au niveau de CO2. Tout à fait. Mais rappelons-nous ce qu'on a dit sur les hybrides rechargeables. Et ben là, l'exemple, il est concret. C'est qu'on voit que le seuil le plus favorable, il est en dessous de 19 grammes. Jusqu'à présent, enfin en 2025, un hybride rechargeable, et encore ceux qui ont été matriculés avant 2026, hein, eh bien en moyenne, il était à 14-15 grammes de CO2. Donc, seuil de 30 000 euros, limite de 30 000 euros, très favorable. Mais maintenant, la plupart des hybrides rechargeables vont tomber dans la grille entre 50 et 160, plutôt autour donc de 18 300 euros, ce qui est beaucoup moins favorable. Concernant la déductibilité, c'est dur à dire, la déductibilité de TVA, je suis arrivé cette fois-ci. Bravo. Oui, alors attends, parce que la prochaine fois, je suis pas sûr de faire aussi bien. Mais toi, Stéphane, tu serais du premier coup, j'en suis sûr. Premier coup. Du premier coup. Donc en l'occurrence, là, aucun changement. Un petit rappel quand même, c'est qu'en avril 2025, on s'est fait rattraper par la patrouille européenne puisqu'on n'était pas aligné avec l'Europe et la France ne permettait pas de déduire la TVA sur les loyers des véhicules de tourisme. Depuis avril 2025, c'est possible, mais sous certaines conditions, notamment que les collaborateurs aient une participation sur les loyers des véhicules. Très bien. Donc, pas de changement sur les AND et TVA récupérables. Maintenant, concernant les changements, peux-tu nous en dire plus sur la première composante Oui. concernant les taxes sur les émissions de CO2 ? Tu as raison de rappeler que c'est la première composante, puisqu'on verra la deuxième ensuite. Et je crois que Stéphane, tu nous montreras des exemples après aussi. Exactement. En fait, pareil, ça avait été aussi emporté par les précédentes lois de finances. Donc, il y avait un chemin qui était écrit de moins 5 grammes aussi de perte, en tout cas, à chaque fois le seuil diminue de 5 grammes. Donc, cette année, mécaniquement, on passe de 10 grammes de seuil de déclenchement à 5 grammes. Attention, on est bien sur le barème WLTP, hein, donc toutes les immatriculations faites après le 1er mars 2020. Pour les véhicules les plus anciens, le barème est un peu différent, mais on le retrouve dans notre guide de la fiscalité. En 2027, même chose, on perd encore 5 grammes de CO2, donc la grille démarrera au 1er gramme. Et bonne nouvelle, en 2028, là, plus rien. Il faut savoir que dans les discussions de novembre sur la loi de finances, il avait été écrit de passer à 1,2 € dès le 1er gramme et 2,4 ensuite. Et tout ça est abandonné. Okay. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Donc, on a parlé de la première composante. On va parler maintenant de la deuxième composante, la taxe sur les polluants atmosphériques. Oui, et elle change. Okay. En fait, dans la loi spéciale qui a été votée fin décembre 2025, hein, qui permettait en fait la poursuite de la fiscalité en attendant d'avoir une loi de finances votée, donc hier, pas plus tard qu'hier, eh bien, on restait dans la grille qu'on voit à l'écran, la grille 0. Alors, c'est toujours 0 € pour les véhicules hydrogène ou électriques. Mais c'était jusqu'à hier, c'était 100 € par an pour les véhicules essence ou hybride essence ou assimilé, hein, ce qu'on dit assimilé, et 500 € pour les diesels. En 2026, c'est plus 30%. Eh bien, c'est 130 € pour essence assimilée, 650 € pour diesel assimilé. Et déjà écrit, donc emporté dans la loi de finances 2026, le tarif 2027, 160 € pour les essences, 800 € pour le diesel. Attention, comme c'est déjà écrit dans la loi de finances 2026, si d'aventure on devait avoir le même scénario fin d'année avec une loi spéciale, eh bien, même avec une loi spéciale qui permet la poursuite de la fiscalité en attendant d'avoir un vote de loi de finances, eh bien, ces barèmes seraient quand même appliqués. Hein. Ok. Donc, on vient de voir la théorie. Maintenant, Stéphane, la pratique. Peux-tu nous donner quelques exemples prenant en compte à la fois les impacts de la taxe CO2 et les polluants atmosphériques ? Écoutez, c'est exactement les mêmes véhicules que tout à l'heure. Et là, on voit bien l'impact aussi CO2 et taxes sur les polluants par rapport aux énergies des véhicules. BEV, éco-scoré, enfin véhicules électriques, éco-scoré ou non éco-scoré. Pas de gros mots, s'il te plaît. Toujours à 0 €. On sent bien que l'État pousse très fortement sur ces énergies-là. En revanche, tout ce qui est carbone, que ce soit diesel ou assimilé, ou essence ou assimilé, donc en hybride rechargeable ou non rechargeable, se retrouve taxé de plus 30%, comme vient de le dire Raphaël, depuis l'adoption de cette loi en 49.3. Ok, merci pour ces exemples très concrets.
Raphaël, le régime des avantages en nature a profondément changé en 2025. Peux-tu nous faire une synthèse de ce qu'il faut retenir, s'il vous Oui, plaît? on a pris une claque, pardonne-moi l'expression, on a pris une claque en 2025, le 1er février. En fait, rien n'a changé. Si, il y a une petite chose qui a changé en 2026, mais on va le voir à la fin de la présentation. En 1er février, oui, on a subi une augmentation significative des différents montants. Je vous rappelle que c'est bien sur des véhicules mis à disposition, ce qui veut dire que ce n'est pas à l'immatriculation du véhicule, c'est bien un véhicule que l'on confie à un collaborateur ou à une collaboratrice, et c'est à partir de ce moment-là qu'éventuellement le régime peut changer, à savoir s'il était mis à disposition avant ou après le 1er février 2025. Je rappelle simplement les bases de calcul. Eh bien, on a soit une base coût de location, au coût de location, soit une base au prix d'achat, et on a également la prise en charge ou non du carburant à des fins privées. Et on le voit très clairement sur ce slide que, eh bien, on passe de 30 à 50 sur le coût de location, de 40 à 67 si on prend le carburant, et en termes de prix d'achat, de 9 à 15 et de 12 à 20. Ce qu'il faut noter, il y a deux choses encore à noter. La première, c'est que les véhicules électriques qui ont un éco-score bénéficient, l'éco-score, hein, tu te rappelles, tout à l'heure on en a parlé, Exactement. bénéficient d'un abattement de 70%. Et le plafond, Stéphane, il est passé de 4 582 en 2025 à 4 641,60. En fait, c'est l'évolution logique, hein, en tout cas de l'inflation, qui emporte ceci. Et dernière chose, et là, gros avantage pour le véhicule électrique, depuis toujours, alors qu'un véhicule électrique soit éco-scoré ou non, on ne prend jamais en charge en fait les frais d'électricité, les frais de recharge pour ces véhicules électriques, ce qui veut dire qu'on sera toujours sur la première ligne qu'on voit à l'écran, à savoir qu'on soit à 50% base coût de location, qu'on recharge ou pas le week-end, ou à 15% base prix d'achat, qu'on recharge ou pas le week-end. Alors, juste une précision, quand tu dis qu'on ne prend pas en charge, c'est que le collaborateur a le droit de charger le week-end, mais qu'il ne le déclare pas dans ses avantages en nature. Voilà. Encore un dispositif de la part de l'État pour justement donner un coup de pouce et pousser vers cette utilisation du véhicule électrique. Maintenant, l'entreprise peut très bien dire « je n'autorise pas mes collaborateurs, mes collaboratrices de recharger le week-end Pour autant, ils peuvent le faire et ils ne seront jamais dans la grille 67-20. Je ne sais pas si je suis clair. Si, c'est Tant clair. mieux alors. Eh bien, merci à nouveau avec la théorie. J'aime bien les exemples. Est-ce que tu peux nous illustrer avec les modèles déjà sélectionnés et présentés tout à l'heure, ce que ça représente? En fait, c'est assez flagrant quand on regarde l'écran. Encore une fois, tout est fait pour mettre en avant le véhicule électrique. On a parlé des taxes à l'immatriculation, on a parlé des taxes à l'usage, on va parler de comptabilité et de finances avec les amortissements non déductibles, les avantages en nature, l'IS que vous payez, etc. Et tout ça, mis bout à bout, nous présente sous forme de grillage le TCO que vous voyez à l'écran et donc montre parfaitement l'impact de cette fiscalité sur le coût d'un véhicule sur une année. Vous voyez que entre l'amortissement non déductible, l'avantage en nature, les taxes, les malus et les avantages en nature, vous en avez 2 fois plus que le simple prix du loyer, le simple coût du loyer. Donc aujourd'hui, le choix d'un véhicule doit être mûrement réfléchi, évidemment toujours sur l'usage lié au collaborateur, puisqu'il ne faut pas mettre n'importe quelle voiture entre n'importe quelle main. Mais en tout cas, la réflexion qu'il doit y avoir autour de ça, c'est vraiment la prise en compte de cette fiscalité. Oui, et Stéphane, moi je peux permettre de rajouter quelque chose, si tu me permets, Carole, c'est que même s'il y a un assouplissement 2035, on est toujours sur une trajectoire de décarbonation, mais c'est un peu adapté. Il ne faut pas imaginer que les choses vont s'adoucir non plus sur la fiscalité. Force est de constater que année après année, les véhicules thermiques, en tout cas à énergie fossile, bénéficient, en tout cas souffrent d'une fiscalité de plus en plus dure et de plus en plus contraignante. Donc je pense qu'il faut avancer et décarboner et en tout cas aller vers le véhicule électrique. On en voit ici, mais je pense que ça, on pourrait même en parler l'année prochaine. J'ai une petite question justement, Laurent. Quid des véhicules qui roulent avec du E85? Ils bénéficient de 40% d'abattement sur leur CO2, sur leur CO2. Ouais. Okay. Donc c'est toujours l'application cette année. Très bien.
Merci pour ces exemples concrets. Je souhaite maintenant, Raphaël, en savoir plus sur les bornes de recharge. Et que peut-on dire sur les avantages en nature de ces dernières? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, Carole, mais on a voulu faire ensemble un peu un focus sur les bornes de recharge qui sont installées au domicile du salarié et les bornes de recharge qui sont installées bien, sur le parking de travail, le parking de l'entreprise. Eh bien, pour un collaborateur qui bénéficie d'une borne de recharge qui a été installée par son employeur à son domicile, il n'y a pas d'avantage en nature, déjà, première chose. Ensuite, si le collaborateur, la collaboratrice quitte l'entreprise, ben, s'il restitue la borne, pas non plus d'avantage en nature, ce qui est logique. Si en revanche, il souhaite garder la borne, là, alors ça dépend de l'âge de la borne, hein, si elle est récente ou pas, mais globalement, si il souhaite quitter l'entreprise et garder sa borne, là, il va devoir supporter 50% d'avantage en nature du prix de la borne, limité à 1043,50 €. Donc ça, c'est la règle. En revanche, pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, lorsque la borne de recharge est à disposition du salarié en entreprise, sur le travail, pour le moment, il n'y a pas d'avantage en nature. Mais Stéphane, pour le moment, hein, ça peut changer question. Oui, il se murmure qu'en 2027, au 1er janvier, l'application de la loi se fasse. Mais bon, ça devait être le cas en 26, en 25 déjà, puis en 26, et puis finalement, voilà. T'as des infos, toi, en fait. Hein. Ouais, j'ai des sources. Hein. J'ai des connexions. Ça me coûtera cher, je pense. Bon, très bien. Stéphane, nous avons lancé en 2025 une offre avec Casawatt pour certifier les recharges électriques à domicile et donc simplifier ces déclarations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, Carole, Casawatt, c'est la solution la plus simple si on ne veut pas se lancer, comme le disait Raph à l'instant, dans l'installation d'une borne, que ce soit par l'entreprise ou par le collaborateur. Casawatt fonctionne sur une prise domestique, sur une prise renforcée ou sur une borne. Pas besoin d'équipement spécifique. Vous avez un câble qui va se brancher et avec Casawatt, l'entreprise, nous allons paramétrer. Alors il y a quand même une condition sine qua non. Tu as raison. J'ai failli l'oublier. C'est le compteur Linky. Oui. Si le domicile n'est pas équipé de compteur Linky, ça ne fonctionne pas. Communicant. Partons du principe que vous avez un compteur Linky. On paramètre avec Casawatt le véhicule par rapport à son numéro de châssis, son numéro de série et par rapport à sa courbe de recharge qui est unique par véhicule. En fonction de cela, quand on branchera son propre véhicule, la montée en charge du Linky va se mettre en parallèle de la courbe théorique du véhicule et si elle colle, Casawatt dit c'est le véhicule de fonction qui est en train de charger, je facture l'entreprise. Si la courbe ne correspond pas, ça veut dire que ce n'est pas le véhicule de fonction et ça veut dire que l'entreprise n'est pas chargée de cette consommation-là. Voilà. Et au-delà de ça, Casawatt ensuite fournit des rapports détaillés et certifiés des consommations de chaque charge du véhicule. C'est un vrai confort en fait parce que ça évite d'avoir une carte pour badger, hein, parce que la carte pour badger, je peux te la passer, je peux la passer à Carole. Là non, là en fait le véhicule va être identifié puisqu'on compare les courbes et on sait que le Linky, enfin Enedis, la courbe de Enedis et la courbe du véhicule sont la même de charge du véhicule. C'est vachement simple. Et ça évite effectivement la triche. Exactement. Je confirme, je suis fan de cette solution qui apporte simplicité et transparence. C'est sûr. Stéphane, je voudrais parler d'une dernière chose encore, s'il te plaît. Que peux-tu nous dire sur les nouvelles obligations applicables au parking d'entreprise? Oui, alors effectivement, c'est la petite nouveauté. Les entreprises, alors pas toutes les entreprises, mais les entreprises de plus de 250 salariés et d'autres caractéristiques spécifiques qui seront détaillées d'ailleurs dans le guide fiscal et dont je ne vais pas faire l'étalage ici tout de suite maintenant. Mais donc ces entreprises-là et qui disposent de parking de plus de 20 places auront l'obligation d'équiper une place en borne électrique, toutes les 20 places. Très bien. Nous avons parcouru l'ensemble des sujets autour des taxes pendant la vie des véhicules. Maintenant, pour la troisième partie de ce live alphabet, je voudrais qu'on s'attarde sur la loi LOM, les déclarations et pénalités. Petit rappel,
La loi d'orientation des mobilités, donc l'OM, a été publiée au journal officiel le 26 décembre 2019. Et cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités avec un objectif simple, des transports au quotidien donc plus faciles, moins coûteux et plus propres. Elle a pour objectif la décarbonisation du secteur transport en France, avec l'instauration de quotas de véhicules à faible émission dans les renouvellements des flottes et l'installation de bornes électriques. Mais, à noter que la taxe annuelle incitative, TAI, a été mise en place dans le cadre de la loi de finances 2025, avec pour objectif de réduire les émissions de CO2 des flottes d'entreprises, qui représentent à elles seules une part importante du parc automobile en France. Elle fonctionne comme une pénalité financière progressive visant à inciter les entreprises à verdir leur parc en augmentant donc la part de véhicules à faibles émissions. Elle remplace l'ancien système d'obligation de quotas de verdissement prévu par la loi LOM avec de nouvelles règles en termes d'obligation de verdissement des parcs automobiles des entreprises. Donc si je me souviens bien, une trajectoire avec une pente adoucie et puis par contre des pénalités en cas de non-respect de ces objectifs. Raphaël, peux-tu m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Stéphane, qu'est-ce que je fais? Tout a été dit. Mais c'est surtout qu'on n'aura pas le temps d'expliquer tout ça. Tout a été dit. S'il vous plaît, messieurs. Non mais franchement, tout a été dit. Oui. Et qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Bah, Franchement, Stéphane. montrer un exemple. Eh ben alors non, Ça serait bien. allez, je vais essayer d'illustrer tes propos, S'il te plaît. mais encore une fois, tout a été dit. Donc je vais juste effectivement accompagner très légèrement ce que tu as dit. Tu as parlé effectivement d'entreprises concernées, de verdification. Oui, c'est bien les entreprises qui ont plus de 100 véhicules légers en parc, hein. Ça, c'est vraiment la première condition. Et on parle bien d'immatriculation cette fois-ci et pas de commande. On parle de VFE. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière VFE? C'est les véhicules à faible émission. Ce sont les véhicules de moins de 50 grammes. Ah, moins de 50 grammes, Plus de hybride PHEV. rechargeable, attention. Ensuite, tu l'as dit, Carole, une pente adoucie. C'est vrai, on le voit à l'écran maintenant, on passe de 15, 18, 25, 30, 35, 48%. Précédemment, c'était avec l'ancienne loi d'orientation des mobilités, c'était plutôt de 20 à 70%. Mais, ce qui change, ce sont les pénalités. C'est que globalement, maintenant, il y a des pénalités. Et cette année, c'est 4 000 €. Et je crois d'ailleurs que toi, Steph, tu vas nous en parler un petit peu maintenant, je crois. Oui, oui, je vais vous expliquer comment ça peut fonctionner, effectivement. Voilà, super. Tu fais le travail à ma place, mon cher Raphaël. Il fait tous les Je suis ton obligé. transitions. Je suis ton obligé. Pour moi, c'est un plaisir. Très bien. Stéphane? En fait, pour faire simple, encore une fois, Alphabet a souhaité être dans l'accompagnement de ses clients. Comme sur tout un tas de sujets, Alphabet travaille en amont à tous ces sujets-là. Raphaël a fait un travail formidable sur la compréhension de la TAI, en tout cas dans nos équipes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour nos clients, c'est compliqué à calculer. C'est compliqué à calculer parce que tout part d'un parc éligible. Et le parc éligible concerne l'ensemble du parc loué auprès d'un ou plusieurs acteurs du marché. Et donc, il faut toutes les informations. Il faut les informations qui vont nous donner ce fameux parc taxable. Le parc taxable qui va ensuite devenir un parc bonifié en fonction, comme le disait Raphaël, des immatriculations réalisées sur l'année en cours, de véhicules à faible émission, en VP, en véhicules fiscaux, donc les véhicules de place, ou en véhicules utilitaires légers. Tout ça va nous donner un certain nombre d'immatriculations et on va pouvoir ensuite simuler une TAI pour la déclaration de nos clients. Alors tout ceci, on est capable de le faire pour nos clients. Raphaël a développé un outil qu'on est capable de fournir, en tout cas en démonstration à nos clients, non pas en envoyant le fichier, mais en tout cas en faisant un rendez-vous avec nos clients, en ayant ces informations-là et en donnant une estimation pour dire, voilà, à quoi vous devez vous attendre. Très bien. Justement, avec cet outil, est-ce que, Raphaël, tu peux nous donner quelques exemples pour mieux comprendre? Écoute, d'abord, j'ai un peu les chevilles qui gonflent, hein, parce qu'effectivement, merci Stéphane, franchement, je te redevrai ça, je te redevoir ça bientôt. Oui, alors d'abord... En se faisant un bowling. Ça d'accord, mais je serais bien meilleur que toi au bowling, hein. Franchement, enfin ça dépend des jours, hein, mais je sais que t'es pas mauvais, mais t'es comme t'es meilleur, tu sais l'activité dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, Ok. tout à fait. Première chose, il faut bien comprendre qu'il y a deux conditions. C'est que
je me mets à la place d'un client, Carole. C'est qu'on peut se dire, ah, la TAI, c'est bon, il y a 2000 euros, 4000 euros de pénalité par véhicule manquant. En fait, c'est pas si douloureux. Je modère mes propos. Concrètement, il faut qu'il y ait deux conditions qui soient remplies. Et conditions et. D'abord, il faut que dans l'année de référence, j'ai immatriculé des véhicules à plus de 50 grammes de CO2. Et, j'ai bien dit et, il faut que déjà je sois en dessous de l'objectif de verdissement. Donc ça veut dire que si j'ai pas une de ces conditions qui est appliquée, eh bien je ne paye pas la TI. Eh bien on va le voir tout de suite. Premier exemple à l'écran, le cas numéro 1. Eh bien je suis en dessous du seuil de 30. Voilà, on imagine que j'ai 200 véhicules, entreprise de 200 véhicules, donc allez, en 2025 c'est 15%, donc 200 fois 15, allez, 30 véhicules. Jusque-là, c'est pas trop compliqué en mathématiques. Et je suis à 20 véhicules. Donc je suis en dessous du seuil. Et, j'ai bien dit, et j'ai matriculé 15 véhicules à plus de 50 grammes de CO2. Et bien boum, on le voit en bas, j'aurai des pénalités. Cas numéro 2, je suis toujours à 20 véhicules à faible émission, donc je suis loin, enfin je ne suis pas au seuil de 30, mais je n'ai matriculé aucun véhicule à forte émission, enfin à plus de 50 grammes. Pas de pénalité. Troisième cas, je suis déjà au-dessus du seuil de 30 véhicules, puisqu'on le voit à l'écran, je suis déjà à 50 véhicules à faible émission en parc. Eh bien, je peux immatriculer 100, 200, 300 véhicules à forte émission, à plus de 50 grammes. Je ne paierai pas non plus de pénalité. C'est très clair avec ces exemples. Mais Stéphane, on voit quand même que la réglementation est de plus en plus complexe. Nos clients peuvent être pour certains perdus. Quelles sont les actions qu'Alphabet met en œuvre pour les conseiller et les accompagner au quotidien? Alors, il y a deux choses importantes à savoir. C'est ce qui fait l'ADN d'ailleurs d'Alphabet. C'est que Alphabet travaille et accompagne au plus près ses clients par binôme. On travaille toujours à deux entre un chargé de clientèle et un chargé d'affaires. C'est la première étape de l'accompagnement et du conseil à nos clients. Nous sommes là au quotidien pour les conseiller. Quel choix de véhicule, quel choix d'énergie faire pour la gestion de ma flotte automobile. Et pour certains clients, les enjeux stratégiques sont tellement importants, tellement forts, les demandes sont tellement spécifiques que nous avons créé, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, une cellule spécifique consulting qui va permettre d'appréhender au plus près les besoins très spécifiques de nos clients et de les accompagner dans l'accomplissement de cette politique RSE, dans cette politique de verdissement de leur flotte, sur un besoin très spécifique qui viendra de leur direction, donc un challenge sur une nouvelle année, etc. Donc vraiment, le plus important reste malgré tout l'équipe dédiée Alphabet, chargée d'affaires, chargée de clientèle, qui sont au plus près au quotidien de nos clients. Et quand on a un besoin très spécifique, très particulier, eh ben, nos équipes, nous-mêmes, moi, je vais me tourner vers Raphaël et ses équipes pour accompagner nos clients. Mais tu as raison, le premier rempart, c'est bien ce binôme, chargé d'affaires, chargé de clientèle, c'est vraiment le rempart indispensable. Très bien, merci messieurs. Donc si nous avons 3 éléments à retenir de ce live en cette période particulièrement instable, c'est premièrement la continuité, puisque même si la trajectoire de 2035 a quelque peu été chamboulée, nous avons toujours des objectifs ambitieux pour la transformation et le verdissement des flottes d'entreprises. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième, c'est des opportunités, parce que la mise en œuvre de changements et d'une mobilité plus responsable, ce sont toujours des opportunités à saisir pour réduire et optimiser les coûts, réduire aussi l'empreinte carbone, vous différencier aussi de vos concurrents et puis savoir répondre aux attentes et questions de vos clients, parce que vous allez avoir des éléments concrets au sujet de la réduction de votre empreinte carbone. Donc vraiment des opportunités. Enfin, l'accompagnement, comme tu l'as dit, ces changements représentent une transformation majeure de la culture des entreprises et de leur mobilité. Et comme tu l'as dit, Stéphane, vous pouvez compter sur Alphabet et ses équipes pour vous accompagner au quotidien, vous écouter, lever les freins et vous fournir les solutions les plus adaptées à vos besoins. Les sujets présentés aujourd'hui ont été nombreux et je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide de la fiscalité. À nouveau, il est disponible depuis notre site internet, accessible depuis la plateforme Webikeo.
Merci à tous les deux. Il est temps maintenant de passer à la 4e partie de ce live en répondant à vos questions. Et elles sont nombreuses. J'ai pas pu toutes les Bon, prendre on- pendant le On y fil va alors, non? des discussions. Non, je compte sur vous, s'il vous plaît. Et pour ça, on va d'abord revenir sur... allez, je vais les prendre dans l'ordre. On avait quelques questions sur l'éco-score. Et donc, comment savoir si un modèle... C'est une question de Lucas. Comment savoir si un modèle de véhicule est éco-scoré et comment connaître la variante liée au pays pouvant annuler l'éco-score? Annuler l'éco-score. Alors, je... Bah, je peux Alors, faire la première partie de vas-y, réponse La si tu première veux. partie. Donc, comment savoir si un véhicule bénéficie de l'éco-score? C'est très simple. Vous vous rendez sur le site de l'ADEME, ADEME, et vous avez la liste exhaustive des véhicules qui sont soumis à l'éco-score. Et tout à l'heure, Raphaël parlait de TVV. Vous Voilà. avez toutes les versions qui sont éligibles. Si sur un modèle, vous ne trouvez pas la version qui correspond à votre choix, c'est qu'il ne fait pas partie des véhicules éco-scorés. Oui, j'ajoute une chose, effectivement, tu l'as parfaitement dit, Stéphane. C'est pas le modèle, c'est bien la version du modèle. Donc on peut pas dire qu'un modèle est éco-scoré. En fait, ben, je crois savoir ce qui se cache un peu derrière la question. C'est que quand je vais chez mon concessionnaire, ben, je vais commander un véhicule, je commande un modèle. Et je comprends un peu la question, j'espère avoir compris la question. Ce qui veut La dire que question de Lucas. concrètement, c'est la question de Lucas, c'est que concrètement, Lucas, quand on va commander un véhicule, là il faut demander à son concessionnaire de savoir si on commande un véhicule qui correspond bien à la version qui bénéficiera en fait, en tout cas, de l'éco-score. Ça, je pense que c'est ça. Mais une fois qu'on a le véhicule, eh bien, c'est effectivement, c'est plus la notion de modèle, c'est ce qui sera marqué sur la cellule D2 de la carte grise. C'est un code, hein, c'est un alphanumérique hein, qui permet de dire bah, il faudra rechercher ce code-là sur le site de l'ADEME, comme tu l'as dit. Et si le code est présent, est présent sur l'ADEME, ça veut dire que le véhicule est éco-scoré. Par contre, j'ai pas bien compris l'autre partie de la question sur. Par rapport au lieu de production, je pense. Alors, alors tu peux me le redire, s'il te plaît, j'ai pas. Alors, comment savoir si un modèle de véhicule est éco-scoré et comment connaître la variante liée au pays pouvant annuler l'éco-score? Et je pense que c'est par rapport Alors au lieu oui, de en fait, c'est production. la variante. Il faut juste regarder. En fait, pour l'utilisateur, il doit même pas se poser la question de savoir quelles sont les composantes de l'éco-score. Il doit simplement regarder, comme tu as dit Stéphane, sur le site de l'ADEME, est-ce que cette variante est bien éco-scorée? Et s'il est bien éco-scorée, ça veut dire que mécaniquement, elle a été fabriquée en Europe, hein, en général, en zone européenne. Ok. J'ai une question d'Armel, toujours sur le C2E. La notion, pour le C2E, la notion de la taille du parc se fait-il sur le SIRET ou par rapport à la taille du parc du groupe? Comme tu veux. Alors, la loi LOM se fait sur le groupe, mais la TAI se fait sur les SIRET indépendamment. Oui. Et la prime C2E se fait sur le SIRET également. Oui, oui, je pense. Oui, oui. C'est sur la taille du SIRET, la taille Oui. la flotte sur un SIRET. Ok, très bien. Merci pour la réponse. J'ai une question que je ne comprends pas forcément, mais je pense que vous avez les éléments de réponse. C'est Mélissa, concernant les véhicules VASP, sont-ils exclus des taxes? Ah, c'est les dérivés VP, ça. Non, les VSP, c'est pas les véhicules. Non, c'est pas les véhicules spéciaux. Spéciaux, tu sais. Alors, là, lesquels ouais, il lesquels. faudrait spécifier lesquels. Mélissa, vous Moi, je pouvez pense nous qu'il poser faut la mieux, question. il vaut mieux qu'on garde la question. On y et ça dépend répondra après. lesquels, parce qu'effectivement, ça peut être des véhicules médicaux, machin, ça Ouais. peut être ce genre de Très bien. choses. Et là, il faut qu'on ait la Les question. ambulances. Voilà, Mélissa, exactement. promis, on va répondre à votre question Oh, oui. dans un second temps. Maintenant, j'ai une question de Jérôme. Pourquoi les taxes se focalisent sur les rejets de CO2 du véhicule au kilomètre plutôt que du bilan carbone total basé sur la durée de vie du véhicule? Ah, pas de mauvaise idée, s'il vous plaît. Oui, mais c'est quand même une excellente remarque. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est une donnée qui est assez simple, qui est plus simple à obtenir que le bilan carbone total. Et je vois ce qui peut se cacher derrière la question. Enfin, je n'ai pas une boule de cristal, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'un véhicule électrique n'est pas forcément, si on prend tous les éléments de sa vie, de sa conception jusqu'à son recyclage, est-ce que son bilan carbone serait aussi favorable? En fait, ça c'est une décision de nos politiques. Donc concrètement, nos politiques ont dit, niveau de CO2, C'est plus simple. voilà, point barre. Après, derrière, peut-être que demain, ça pourra arriver.
toute façon, la fiscalité, elle est faite pour quoi? Elle est faite aussi pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, la taxe à la masse qui a été créée il y a à peu près 2-3 ans, eh bien, elle est là aussi pour un jour pénaliser les véhicules électriques. Enfin bon, je pense qu'il faut le dire, hein. On est en fiscalité. Et donc peut-être que demain, peut-être que ce qui est aujourd'hui n'est pas vrai aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus simple de parler de CO2 et de masse que de bilan carbone total, mais peut-être qu'un jour demain, ce sera le cas. Très bien. Maintenant, on a plusieurs questions sur les AEN. J'ai une première question de Sylvain. Sur le sujet des AEN, est-il possible de déclarer les kilomètres réellement effectués en trajet professionnel au lieu de prendre la base des 50%? Oui, on peut faire. Oui, on peut. Bien sûr que vous pouvez, au choix, faire la déclaration des kilomètres réellement parcourus pour l'activité professionnelle, et c'est la même chose pour le carburant. Oui, mais alors après, c'est une sacrée gestion. Ouais. Et on peut effectivement dire, alors j'ai fait, par exemple, 70% d'activité pro, 30% d'activité perso, mais après, il faut le gérer. Hein. Il faut le gérer, justifier. il est justifié. La télématique embarquée peut permettre d'aider à ça, à ce genre de choses. Hein. Mais c'est une gestion beaucoup plus lourde. Mais c'est tout à fait possible. Très bien. J'ai une nouvelle question de Lucas. La location de la borne de recharge à domicile est prise en compte dans l'AEN? Tu y as répondu, je crois. Oui, j'ai répondu. Non. Non, c'est non. Très bien. J'ai Céline. Y a-t-il des AEN sur une borne si elle n'est pas mise en si elle n'est pas mise en place par l'entreprise, mais qu'elle y participe financièrement? Si la dépense est à titre privé, il n'y a pas d'avantage en nature, Bah c'est oui, à non. titre privé. D'accord. Ok. Oui, tu as raison. Oui. Ok. Avantage en nature uniquement sur Oui. un avantage donné par l'entreprise Bah oui. à l'employeur, Très à clair. l'employé. Très clair. J'ai une question de Nicolas avec Casawatt. Si les deux véhicules pro et privés sont identiques, que se passe-t-il? Pas de problème. Exactement. Je pense que les C'est- éléments ont été. Alors pourquoi? Parce que pour répondre précisément à cette question, tu me rappelles le prénom de la personne? Nicolas. C'est Nicolas. Nicolas. Franchement, j'ai une mémoire. C'est terrible. Poisson rouge. Oui, le poisson rouge, exactement. C'est de pire en pire. Nicolas. Mémoire d'éléphant, mais Oui, oui. Ou de coccinelle. Donc en l'occurrence, pour Nicolas, en fait, pourquoi c'est très fiable en fait Casawatt? Parce qu'en fait, oui, c'est vrai qu'on va avoir une courbe de Linky qui va augmenter dès qu'on va brancher un véhicule. Mais Casawatt va emporter, en fait, va connaître le VIN, en fait, l'identification même du véhicule qui se recharge. Numéro de châssis. Le numéro de châssis, merci. Et donc, en l'occurrence, eh bien, il pourra dire ce numéro de châssis, puisque Casawatt est en relation avec les constructeurs, il peut dire ah, ce numéro de châssis-là, il est en train de se charger parce que je vois la courbe qui monte. Et il va le comparer avec la courbe des Nedis, du Linky. Ah, sur les courbes, c'est pareil. Si c'est un autre véhicule, c'est un autre numéro de châssis. La courbe restera plate. Très bien, c'est très clair. Maintenant, on va passer sur le sujet de la taxe annuelle incitative. J'ai une question d'Hervé. Pour la TAI, le parc taxable est-il le parc groupe ou par entité? Par entité. par entité. Très bien. Et Rapide. mais c'est pas, mais c'est bon. En fait, on doit prendre en fait le parc qui est immatriculé au maximum 3 ans avant l'année de référence, ce qui veut dire cette année, Février 22. voilà, enfin, du 1er mars 2022 jusqu'au 28 février 2025, mais c'est par sirène tout à fait. Ok. Ce qui veut dire, je me permets d'insister, c'est qui veut dire que si chaque sirène, un groupe par exemple, chaque sirène a moins de 100 véhicules, Mhm. et bien même si le groupe a plus de 100 véhicules, pas de TAI. Exactement. Je sais pas si je suis clair. Si. Et de toute façon, les personnes qui assistent à ce live pourront retrouver le support qui explique justement cette règle. Et c'est notamment dans le guide de la fiscalité qui Exactement. est téléchargeable. Donc très bien. J'ai aussi une question d'Evelyne. Les SIRET font-ils foi pour décider de la taille des flottes, contrairement à la loi LOM? Attends, en fait, c'est un peu la même question que l'autre, non? Ouais. Exactement. Donc- C'est lié, oui, effectivement. Bah, c'est lié, hein. C'est par sirette. la Oui, base. Exactement. alors que la loi- Oui, oui, la je loi, comprends mieux. parce qu'il y avait la loi LOM avant qui était sur Qui les était sur règles les groupes, Et différentes. c'est sur la notion de Sur son groupe. groupe, mais c'était sur les commandes, et il n'y a pas de pénalité. Exactement, merci. Et on oublie la déclaration du 30, au 30 septembre. Hein. Ouais. Elle n'a plus lieu d'être, puisque c'est la déclaration liée à l'ancienne loi LOM. Aux commandes, elle n'a plus lieu d'être. Mais merci pour cette précision, justement. Oui. J'ai une question d'Élise. Que conseillez-vous pour les grands rouleurs, à savoir 4500 km par mois?
Comme ça, brûle pour point, cette question, elle est difficilement, on peut difficilement y répondre comme ça. Il faut analyser, encore une fois, comment roule votre collaborateur, où est-ce qu'il roule, est-ce que c'est du réseau secondaire, est-ce que c'est de l'autoroute, est-ce que c'est de la ville, c'est 4500 répartis sur les 22 jours ouvrés travaillés normalement, ou il y a des pics dans un mois. C'est très aléatoire en fait. Ça va dépendre aussi de la solution de recharge que vous pouvez mettre si vous voulez verdifier et électrifier ce parc, enfin ce collaborateur. C'est difficile de répondre comme ça. En tout cas, il n'est pas impossible de mettre ce collaborateur-là en électrique. Il faut simplement lui mettre la bonne voiture et le bon système de recharge avec la bonne carte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut caler les véhicules et les énergies avec l'usage du collaborateur. Si vous avez un collaborateur qui fait que du réseau secondaire ou qui est sur des départementales à travers toute la campagne française, ça va être compliqué. En revanche, si vous avez quelqu'un qui roule tout le temps sur l'autoroute, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout le bénéfice de l'ingénierie commerciale que tu peux dispenser auprès de nos clients, c'est ça. C'est toute cette analyse qui fait que c'est jamais simple. Mais c'est pour ça que tu es là. Il n'y a pas de modèle. Pour le faire. Il n'y a pas de modèle basique. Il faut vraiment s'adapter à chaque besoin, à chaque cas de collaborateur. Et puis après, j'ai envie de dire aussi, il faut que le collaborateur soit motivé pour y passer. Ce sera toujours plus simple. C'est clair. J'ai une question de Marc. J'ai plusieurs loueurs. Comment je fais pour calculer ma TAI? Alors, déjà, Marc, en fait, nous, ce qu'on peut proposer, je suis désolé, je prends la parole pour Alphabet, mais nous, ce qu'on peut proposer, c'est justement de récupérer. Alors, on ne veut pas connaître les immatriculations, c'est RGPD, on ne veut pas connaître les noms des collaborateurs, on ne veut pas connaître les noms des loueurs, mais on peut très bien, agglomérer vos différentes données. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin du taux de CO2, du type de véhicule, VPVU, la date d'immatriculation, j'ai bien dit d'immatriculation, la date de restitution effective du véhicule, oui, c'est tout. Et avec ça, en fait, mais on veut vraiment pas connaître le niveau de CO2. Je dis niveau de CO2. J'ai pas entendu. Oui, c'est comme moi, tu vois. Donc, oui, mais tu verras. Et donc, en l'occurrence, avec ça, nous, si vous nous donnez ça, mais encore une fois, on ne veut pas connaître les noms des collaborateurs, ni l'immatriculation, ni le nom des loueurs. On peut faire une simulation. Je parle bien de simulation parce que malheureusement, comme en fait l'éco-score n'est pas encore connu dans les systèmes, ce sera une simulation qui sera pessimiste. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas valoriser, parce que dans la TI, on peut valoriser, comme tu l'as dit tout à l'heure, les véhicules à faible émission en fonction de leur éco-score. Comme on ne le connaît pas, on pourra faire une valorisation pessimiste, mais on pourra faire une estimation, puisque dedans, il faut aussi intégrer, pas oublier, parler d'autres loueurs, mais il faut intégrer aussi les véhicules en propriété du client, mais aussi les véhicules en moyenne durée de plus de 30 jours. Donc ce gloubi-boulga, nous on peut arriver à faire une estimation qui ne sera jamais déclarative. En fait, on va jamais, en fait, l'obligation déclarative est toujours la responsabilité du client. En revanche, nous on pourra l'accompagner du mieux possible en intégrant tous les véhicules de son parc. La première démarche, je terminerai là-dessus sur cette question-là, la première démarche, c'est rapprochez-vous de votre binôme commercial pour demander un rendez-vous spécifique TAI. Exactement. Exact. Très bien. J'ai une question de Christophe. Le trajet domicile-travail est-il considéré comme un déplacement pro ou privé? Déclaration AEN. Ça dépend si on se place côté assurance ou si on se place côté employeur. Déclaration AEN. Au niveau des assurances, a priori, le trajet est considéré comme professionnel, mais point de vue employeur, il serait plutôt personnel. Très bien. Donc les avantages en nature ne sont pas pris en compte dans ce type de trajet, sachant que si vous avez un véhicule de fonction, l'avantage en nature est relativement simple, c'est déjà attribué à un véhicule, et ensuite le véhicule de fonction vous permet de faire tous les trajets du lundi au vendredi à titre professionnel, donc soumis à cet AEN. Après, l'employeur décide si vous pouvez l'utiliser le week-end ou pas, mais en tout cas, même si vous ne pouvez pas, du lundi au vendredi, tous vos trajets sont considérés comme professionnels. Très bien.
J'ai une dernière question de Cédrine. Bonjour, nous sommes d'accord qu'il faut se référer au TVV connu au moment de la mise à disposition, je pense, MAD, sur la carte grise pour savoir si le véhicule est éco-scoré pour calculer l'AEN. Oui, mais effectivement, encore une fois, ça revient un peu à la question précédente qu'on a vue tout à l'heure, c'est de dire il faut au départ bien, se rapprocher du concessionnaire qui, lui, a l'information de production, il va pouvoir dire attention, le véhicule que vous avez commandé, bien, c'est une ligne de production qui répond à ce TVV. Et après, effectivement, ce sera la carte grise qui sera, je dirais, le juge de paie qui dira bah voilà, sur la cellule D2, je vois un code TVV, je vais pouvoir le comparer avec celui qui est sur l'ADEME. S'il est présent, mon véhicule est bien éco-scoré. Très bien. Et puis si, Oui. si on n'a pas l'information du concessionnaire, le site de l'ADEME est relativement à jour. Donc vous avez la possibilité de valider ou pas un véhicule. Voilà. Si c'est pour choisir pour un collaborateur ou si c'est pour intégrer à une carte policy, le site de l'ADEME, encore une fois, est plutôt bien à jour et vous permet d'avoir déjà l'information sur l'éco-score d'un véhicule. Merci pour cette précision, Stéphane. Donc, merci pour tous ces éléments de contexte réglementaires pour comprendre comment se met en œuvre la fiscalité du véhicule d'entreprise en 2026. Et tout est parfaitement résumé à nouveau dans le guide de la fiscalité donc 2026 que nous vous mettons à disposition. Enfin, vous pouvez télécharger le support de présentation que vous avez vu tout au long de ce live et je vous invite à noter de suite ce live sur la plateforme Webikeo parce que vos feedbacks et commentaires nous permettent toujours de nous améliorer, donc ils sont précieux. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté aussi nombreux à ce live alphabet. Merci aux équipes qui l'ont rendu possible, à savoir Valérie et Célia qui sont les studios, ainsi que les équipes techniques de ce même studio. Et un grand merci également à nos deux experts, Raphaël et Stéphane. Bien vite. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Merci et au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.